précaires n'exagérons rien, mais enfin, vivent des situations qui ne sont pas si différentes les unes des autres, ce qui explique si j'ose dire, des complicités, des reconnaissances et des compréhensions très différentes, à la fois entre les banlieues et les violents, et surtout entre les centres, qui appartiennent à ce qu'on peut appeler en effet un empire idéologique, commun. C'est ça. Mais alors, comment sortir de cette impasse? Comment, alors d'abord nommer les contresens, Gabriel Martinez-Gros, c'est ce que vous avez fait dans La fascination du djihad, fureur islamiste et défaite de la paix, qui vient d'être publié au PUF, où vous dénoncez ces contresens, n'interprétons pas mal faussement le djihadisme comme étant finalement une révolte politique comme une autre à l'intérieur d'une société. Il y a une extériorité radicale qui caractérise la catégorie du bédouin. Voilà. Alors, on trouve des marges violentes au-delà de l'islam et ailleurs que dans l'islam, un exemple particulièrement spectaculaire, parce que probablement ces marges violentes sont encore plus violentes et plus étendues qu'elles ne le sont dans l'islam, c'est l'Amérique latine. Oui. Mais il n'y a pas de projet politique derrière les cartels de la drogue latino-américaine qui tiennent parfois des villes, voire des pays entiers. On estime que le tiers du Salvador, par exemple, est passé entre les mains de ce qu'on appelle là-bas des maras, c'est-à-dire des bandes. Des bandes violentes qui ont beaucoup de points communs avec nos djihadistes. Voilà. Mais sauf l'islam. Sauf l'islam et l'idéologie, par conséquent. L'idéologie qui donne une pertinence, qui donne un sentiment d'appartenance commune. C'est un sentiment extraordinaire lorsque vous commettez un attentat ou quand vous attaquez un peloton de l'armée ou de la police au Sénégal, de penser qu'au même moment au Xinjiang, à 6000 km de là, un Xinjiang ou à 10 000 km de là, un Xinjiang dont vous avez à peine entendu parler et que vous ne sauriez pas d'ailleurs situer sur la carte, mais ça n'a aucune espèce d'importance, il y a des militants, il y a des frères qui font la même chose. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de cette thèse que l'on entend souvent aujourd'hui, Gabriel Martinez-Gros, qui est celle du nihilisme, qui dirait dans le fond, le 11 septembre, le passage à l'acte de ces jeunes, c'est un passage à l'acte nihiliste. Et l'islam n'est qu'un habillage rhétorique pour laisser libre cours à leurs passions furieuses et meurtrières. Vous savez bien, Antoine Garapon, que en fait, on ne peut pas, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas examiner un mouvement social ou politique ou historique en dehors des mots dans lesquels il se donne. Je crois que lorsqu'ils se déclarent musulmans, il faut les prendre au sérieux. C'est-à-dire que, évidemment, ils ont une version de l'islam, ça n'est pas tout l'islam qui se résume, c'est le moins qu'on puisse dire, à leur djihadisme, mais il faut prendre au sérieux leur définition, quand bien même ils ne seraient pas, et souvent ils ne sont pas, en effet, quand ils s'engagent dans ces mouvements djihadistes, quand bien même ils ne seraient pas musulmans, quand bien même ils ne seraient que 10 versets du Coran, d'une part, ils les apprennent. Et d'autre part, comme le dit mon vieil ami Hamid Bozarslan, on n'a pas besoin de savoir plus de 10 versets du Coran pour faire le djihad, de la même façon qu'on n'avait pas besoin de savoir plus de 10 formules de Karl Marx et d'Engels ou de Mao pour faire la révolution. Je veux dire que c'est après, une fois que la révolution a triomphé, j'espère que le djihad ne triomphera pas trop tout de même, qu'on institue des instituts de marxisme-léninisme pour étudier en détail les textes fondateurs, mais pas avant. Avant, on a besoin d'un revolver et de 10 formules. Alors vous qui êtes spécialiste de l'islam et de l'histoire de l'islam, Gabriel Martinez-Gros, la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que le djihadisme rencontre aussi une évolution de l'islam intérieur au monde musulman et aussi à la décolonisation. Finalement, il y a une comment dirais-je, une potentialisation, une mauvaise rencontre entre l'histoire de la décolonisation et l'histoire des pays ex-coloniaux. Oui, absolument, Antoine Garapon, c'est tout à fait vrai. C'est une longue histoire. Le premier aspect de l'histoire est très important, c'est qu'en fait, la colonisation a beaucoup aimé l'islam. Disons-le franchement. Il s'en est servi. Il s'en est servi. Et l'islam a fasciné. Et il a fasciné par son aspect guerrier. D'abord. Bien sûr, je ne dis pas le djihad, bien sûr, puisque c'était des militaires français ou britanniques qui abordaient en l'occurrence l'islam, mais
tout ce que la guerre avait laissé dans le paysage humain et mental de l'islam, depuis, il faut le souligner, depuis le Maroc ou depuis le Sénégal jusqu'à l'Inde, car l'islam s'est étendu jusque-là. Ce que les Anglais trouvent au XVIIIe siècle en Inde, ou à la fin du XVIIIe siècle lorsqu'ils conquièrent le pays, fondamentalement, c'est l'islam. Et ils glissent leur empire dans l'empire islamique qui les a précédés. Parce qu'on ne leur laisse que l'islam. Et on n'abandonne, c'est-à-dire les Européens, c'est un on impérial. Les Européens, nous annexons les fonctions de violence, évidemment, et nous abandonnons par conséquent simplement la religion, auxquelles nous prétendons ne pas toucher d'ailleurs, nous faisons bien attention de ne pas y toucher. Il y a des zones qui sont interdites aux missionnaires en Inde. Partout, partout en Inde britannique, dans le Maghreb français, en Afrique noire, dans les Indes néerlandaises, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'Indonésie, partout. Lorsque l'islam est particulièrement fervent, on interdit aux missionnaires chrétiens de s'y présenter, on interdit la moindre conversion. Les autorités coloniales, j'entends, interdisent la moindre conversion. Vous savez, Lyautey interdit l'entrée des mosquées au Maroc, et il ne fait que reprendre une mesure algérienne. On découple l'islam de la politique et on s'expose à un retour de flamme auquel nous assistons aujourd'hui. Absolument, très bien Antoine Garapon, c'est-à-dire qu'effectivement, on détruit l'État. Et l'État est probablement ce qui, dans l'islam, au fil des siècles, avait le mieux maîtrisé, contrôlé ce que, il faut bien le dire, la religion, étant donné ce qu'a été sa naissance, comporte de violence. Car en fait... Intrinsèquement, historiquement, j'entends. Historiquement, dans la mesure où le prophète a été chef de guerre. Et donc, il y a aux origines de l'islam, dans la mesure où la vie du prophète est l'exemple et le modèle par excellence, il y a aux origines de l'islam, et par conséquent de façon récurrente, dans la manière dont certains en tout cas interprètent la religion musulmane, une forme de violence. Or, cette forme de violence, la plupart du temps, c'est l'État qui a été en charge de la maîtriser, tout simplement parce que l'État, il est pacifiant, il est pacifique, comme nous l'avons dit déjà, il est là pour lever l'impôt, et que faire la guerre, y compris la guerre sainte, le djihad, ça l'ennuie. Profondément, ça l'ennuie parce que ça dérange ses plans, ça dérange tout simplement. Et ça trouble son économie. Et ça trouble son économie, absolument. Oui. Et donc, il n'est pas là pour ça, semble-t-il. Et donc, les États qui se sont eux-mêmes présentés idéologiquement comme les plus, entre guillemets, djihadistes, je pense à l'État ottoman, qui faisait son djihad tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 5 ans, enfin bon, bref, qui faisait régulièrement son petit devoir de djihad, s'est efforcé de le limiter dans toute la mesure du possible. Il y a peut-être aussi un autre contresens historique, mais là je parle plutôt à la conscience européenne, c'est-à-dire quand Max Weber parle du monopole de la violence légitime, c'est une violence fondamentalement pacifiante. Absolument. Pacifiante. Et qui cherche à réduire pour des raisons d'ailleurs économiques, productives, fiscales. Oui, absolument. Alors, Gabriel Martinez-Gros, tout cela est passionnant et en même temps un peu angoissant, s'agissant de l'avenir. Parce que on voit bien la force de cette explication, de cette clé de compréhension du djihadisme, mais qu'est-ce qui nous attend? Alors, qu'est-ce que l'historien que vous êtes peut dire de la manière dont ce cycle de Ibn Khaldoun, donc des Bédouins qui viennent violenter les sédentaires pour se mettre à leur place et ensuite connaître le même sort que leurs victimes, comment vous voyez, comment vous pourriez, c'est toujours très difficile de demander à un historien de se projeter dans l'avenir. Oui, vous savez quelle est la réponse des historiens dans ce cas-là? La plupart du temps, c'est une réponse qu'ils cherchent dans le passé, bien entendu. Et bien sûr, ils se trompent, ça va de soi. Mais il n'y a pas d'autre moyen pour l'historien d'essayer de comprendre l'avenir que d'analyser le passé. Alors, nous avons en Occident, a priori, nous avons tous les ingrédients pour écarter la dichotomie khaldounienne entre les sédentaires soumis et productifs et les violents entre guillemets bédouins. C'est-à-dire que notre histoire ne correspond pas justement à cette division. Alors, en Europe, absolument. Alors nous avons deux modèles. Le premier, c'est celui que nous préférons tous spontanément. C'est le modèle républicain, la reconstitution de solidarité, une forme de force démocratique ou d'armement démocratique répandu entre tous, une forme de garde nationale, par exemple. Bon, la force des citoyens réunis. La force des citoyens réunis et la solidarité
solidarité. Et la solidarité, c'est-à-dire le contraire de ce que fait spontanément l'État qui dissout les solidarités par les protections qu'il offre. Il faut ressaisir nos propres protections. La deuxième, parce qu'elle appartient aussi à l'histoire de l'Occident, la deuxième possibilité, c'est la possibilité médiévale. Ce qu'on oublie souvent, c'est la possibilité d'avant l'impôt. L'État s'effondre complètement. Et chacun se replie sur sa petite communauté. Et on a une féodalité de protection par défaut. Par défaut, la Corse. Ce que c'est-à-dire, la Corse d'aujourd'hui réclame à peu près ça. Chisco et l'indépendantisme corse, c'est nous défendrons mieux dans notre petite communauté que ne nous défend l'État français. Voilà, c'est ça. Et donc c'est l'effondrement de la République, évidemment, dans ce cas-là. Ce qui n'est pas très réjouissant. Ce qui n'est pas très réjouissant. Donc, bon, a priori, l'historien va préférer, enfin l'historien que je suis, et je pense Antoine Garapon, que vous serez d'accord avec moi, va préférer la première. Va préférer la première solution, c'est-à-dire une sorte de rétablissement de la République. Mais il faut bien savoir qu'on ne revient pratiquement jamais en arrière et que naturellement on peut se proposer cela, mais ça donnera autre chose. Et qu'il faut l'inventer. Et qu'il faut l'inventer. C'est devant nous, c'est devant nous. Et ce que je retiens de ce que vous dites, Gabriel Martinez-Gros, c'est cette nécessité de resserrer la solidarité. Voilà. Et finalement de passer au chapitre d'après l'État-providence qui reposait entièrement sur l'aspiration au confort et sur un dessaisissement de toutes les solidarités. Il faut reprendre un travail de reconstitution de la solidarité. Mais vous avez une phrase, parce qu'on ne peut pas échapper non plus à la question de la violence, et vous avez une phrase qui personnellement m'a saisi d'effroi. Vous dites « Nous aspirons à la paix, c'est notre drame ». Pour la paix, nous sommes peut-être prêts à sacrifier notre liberté. On pourrait ajouter nos libertés au pluriel. Oui. C'est une phrase terrible, ça, Gabriel Martinez-Gros. C'est vrai. C'est d'ailleurs une phrase de commentaire de mon propre livre par moi-même. Et je ne suis pas nécessairement, Antoine Garapon, le meilleur de mes commentateurs. Vous devriez commenter. Nous aspirons à la paix, c'est notre drame. C'est une phrase terrible. Mais j'y souscris en partie parce que je dirais un peu la même chose pour les droits de l'homme. Je crois que ce qui guette aujourd'hui notre pays, c'est beaucoup plus la servitude volontaire, c'est beaucoup plus la concession, l'abandon de ces libertés au nom de la sécurité. C'est un véritable péril. Le péril, il n'est pas entre liberté et sécurité dans une sorte de tension traditionnelle et dans le fond assez commune. Non, il est dans l'abandon de nos libertés pour notre sécurité. Et dans le fond, en ce sens-là, ça correspond tout à fait aux catégories que vous décrivez. Absolument. Non, ce que je veux dire par là, c'est peut-être un peu brutalement exprimé, c'est que la paix est une catégorie impériale. C'est-à-dire que aspirer totalement à la paix dans toutes les circonstances, c'est aspirer à l'empire, c'est-à-dire aspirer à une forme de dessaisissement de soi. Gabriel Martinez-Gros, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a un prix et que dans le fond, la question que nous ne posons pas et que nous refusons de nous poser aujourd'hui, c'est la question du prix. Oui, du prix que nous sommes prêts à mettre pour nos libertés, pour continuer l'aventure démocratique, pour continuer à maintenir, alors je ne parle pas d'empire, mais d'un État qui garantisse une destinée commune. Et dans le fond, cette question du prix,